Bienvenue sur Âme de Leader, le podcast conçu spécialement pour toi, femme entrepreneur, dirigeante ou décisionnaire, qui aspire à transformer ton potentiel en succès retentissant. Chaque semaine, je t'invite à plonger avec moi dans des sujets clés tels que le développement personnel, les secrets de la réussite, l'art de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et les stratégies efficaces pour relever les défis uniques auxquels nous, femmes leaders, sommes confrontées. Ensemble, engageons-nous dans des échanges inspirants, émaillés de conseils pratiques et ce petit plus motivant essentiel pour te propulser vers l'excellence, tant dans ta carrière que dans ta vie personnelle. Je suis Laetitia, coach dédiée aux femmes entrepreneurs et dirigeantes et cofondatrice du réseau Elle pour femmes en affaires. Ma vocation, t'accompagner dans la libération de tes blocages, te guider vers l'exploitation de ton plein potentiel sans limite et t'aider à concrétiser la vie et l'entreprise de tes rêves. Ensemble, bâtissons ton chemin vers le succès. Bienvenue dans ce voyage inspirant. Bienvenue sur Âme de Leader. Bienvenue dans notre podcast où aujourd'hui tu vas explorer deux concepts cruciaux qui touchent beaucoup d'entre nous, le syndrome de l'imposteur et la confiance en soi. Nous allons démystifier ces idées en commençant par une définition claire de la confiance en soi pour ensuite distinguer ces deux notions qui, bien que souvent confondues, ont des implications très différentes dans ta vie personnelle et professionnelle. Dans notre discussion aujourd'hui, tu vas plonger plus loin dans ces nuances et explorer comment chacun de ces états peuvent affecter ton parcours entrepreneurial et personnel et surtout comment renforcer ta confiance en toi tout en combattant les sentiments d'imposture. Reste avec moi pour cet échange enrichissant sur ces thèmes qui nous concernent toutes. Alors pourquoi les femmes manquent à ce point de confiance en elles, non seulement dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle? Et c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir, à enquêter, à lire et à beaucoup me passionner sur ce sujet qui touche beaucoup, moi aujourd'hui, les femmes que j'accompagne, que ce soit des femmes entrepreneurs, dirigeantes, décisionnaires, en fonction du stade de vie, tant personnel et professionnel. Parfois, effectivement, nous pouvons et elles sont parfois aussi confrontées à cet enjeu qui est le sentiment d'imposture comme le manque de confiance en soi. Et derrière aussi mon regard, je me dis qu'il n'a pas fallu chercher bien longtemps pour s'apercevoir que finalement, à compétences égales, les comportements divergent. Pour obtenir par exemple un poste à responsabilité ou créer une entreprise, un homme se positionne en expert et il apprend par la suite. Il y a moins d'état d'âme et il a même plutôt tendance à surestimer capacités et ses performances. A contrario, finalement, à l'inverse, la plupart du temps, une femme, avant de se lancer dans un projet, créer une entreprise ou d'envoyer un CV afin de déclarer son intérêt pour un poste, il y aura beaucoup plus de temps de réflexion et il faudra ensuite qu'elle se sente extrêmement prête pour s'accorder seulement le droit d'oser y prétendre. Et donc, quand le doute s'installe, commence le travail finalement de sape, même si en tant que femme, nous sommes surqualifiées. En soi, il n'y a pas forcément de comparaison dans le sens où... alors, il y en a une dans ce que j'explique, mais finalement, un homme va pouvoir se lancer, même si derrière, bien évidemment, lui aussi peut parfois douter, parfois manquer d'estime personnelle. Mais il y a ce sentiment d'élan qui prend le pas, contrairement effectivement à l'état d'âme. Là où une femme va plutôt réfléchir, va plutôt s'interroger quant à sa capacité à s'autoriser, à s'engager, à se lancer. Donc la réflexion va plus, si on est venu sur le côté tête, cœur, corps, hein, finalement l'homme va plus intégrer l'information et passer par le corps pour pouvoir en tout cas donner l'élan et l'impulsion à ses projets, alors qu'une femme va
voilà, va nourrir le cœur et la tête, le cœur et la tête, le cœur et la tête. Et finalement, l'élan par le corps et le passage à l'action, parfois, peut se faire plus tard. Donc en soi, c'est pas bien, c'est pas mal. Tout est juste, puisque nous avons aussi tous nos bagages, notre éducation, notre patrimoine aussi transgénérationnel. Voilà, toute la manière dont on a aussi voilà, été éduqué, la manière dont on est rentré dans la vie, les expériences aussi auxquelles nous avons été confrontés dans notre vie nous amènent parfois effectivement, oui, à douter, à avoir des difficultés à sortir du syndrome d'imposture ou à gagner en confiance, en tout cas dans certaines situations de vie. Donc là, le but aussi de cet échange, c'est vraiment de partager avec toi toutes ces nuances entre le syndrome d'imposture et confiance en soi pour pouvoir t'apporter des clés, des éclairages, et puis simplement avec, bien évidemment, euh, bienveillance, savoir voilà où est-ce que toi vas te situer sur, sur ces deux aspects-là auxquels tu peux être confronté en tout cas dans ta vie professionnelle, entrepreneuriale, personnelle, ta vie de tous les jours. Donc avant de rentrer voilà, dans plus de détails, je voulais vraiment redéfinir aussi avec toi la confiance en soi et comment moi je l'aperçois. Donc pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment ce sentiment profond de te sentir capable d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. La confiance en soi repose sur la croyance sincère en tes capacités, talents et efficacité personnelle. Avant même d'agir, cette croyance en toi-même est le moteur qui te permet d'avancer sans hésitation, de te lancer dans tes projets qui te tiennent à cœur avec audace et sans complexe. La confiance en soi, pour moi, est le socle sur lequel tes actions prennent forme, nourrissant un sentiment d'accomplissement et la conviction que tu peux continuellement te dépasser. Effectivement, dans l'énergie de la confiance en soi, je parle toujours d'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, puisque on ne peut gagner en confiance en soi dans l'immobilisme. La confiance en soi invite effectivement à cette notion de moteur, d'avancer, de se lancer, de prendre de l'élan. Donc dès lors que tu souhaites déployer et développer ta confiance en toi, l'invitation, c'est souvent ce qui est recommandé, c'est les petits pas, c'est la sortie de zone de confort et c'est de passer à l'action. Et donc, cette confiance en soi, moi, je vais la relier à travers trois compétences clés hein, qui sous-tendent justement cette notion de confiance. Ça va passer déjà par l'autonomie par rapport au regard de l'autre. Ne pas dépendre de la validation externe pour te sentir légitime ou compétente, voire pour entreprendre des projets qui te tiennent à cœur. Il va y avoir en second temps la bonne connaissance de toi, reconnaître tes forces, tes atouts, tes dons, tes potentiels, mais aussi tes axes de croissance ou ce qu'on pourrait nommer tes faiblesses, et aborder les défis et les désirs avec honnêteté. Moi, j'utilise beaucoup pour accompagner mes clientes justement sur la connaissance de soi, la numérologie, puisque ça permet vraiment de partir puissamment de soi de son énergie de naissance à travers la date de naissance, les prénoms et noms de naissance de l'état civil, pour pouvoir justement voir quels sont les potentiels au service des femmes que j'accompagne, et puis quels sont aussi les défis et les challenges qu'elles ont parfois à relever. En tout cas, il existe plein d'outils, hein, bien évidemment, de connaissance de soi. Celui-ci, moi, c'est un outil que j'affectionne beaucoup, même si j'ai été formée à d'autres outils du type l'énéagramme, par exemple. Mais j'aime ce côté laser, finalement, qui nous invite à nous dire que, ok, finalement, on tourne toujours le regard sur ce qui nous manque, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on aimerait avoir, sans pour autant prendre soin déjà du réservoir de forces qui sont déjà à notre disposition, enfin, qui est déjà à notre disposition. Et donc la résilience en troisième point face à l'échec, c'est accepter les difficultés comme partie intégrante de l'apprentissage en tirant des leçons pour avancer. Effectivement, c'est accepter les échecs vraiment comme source d'apprentissage. Et de toute manière, derrière chaque réussite, il y a des échecs. C'est ce que je dis et je répète régulièrement. Donc il faut apprendre à accueillir aussi cette part.
Et donc cette confiance en soi, c'est vraiment un pilier qui te permet d'aborder la vie avec sérénité, d'embrasser tes projets, défis et choix, y compris les prises de responsabilité avec un profond sentiment d'auto-efficacité. Et par contraste, hein, le syndrome de l'imposteur, c'est une expérience psychologique plus où tu doutes de tes accomplissements et tu as une peur persistante d'être démasquée, un peu comme une fraudeuse finalement. Et ce n'est pas l'absence de compétences, mais plutôt une incapacité à internaliser pour moi tes succès. Et les personnes qui en souffrent attribuent souvent leur réussite à la chance plutôt qu'à leur propre talent ou effort. Et c'est vrai que je peux rencontrer des fois des personnes qui me disent oui, mais c'est parce que voilà, la chance était là, j'étais au bon endroit, ou c'est grâce à telle et telle personne. J'ai envie de dire finalement, il y a aussi une part de vous, il y a une part de toi. Parce que si jamais tu étais resté au point A, malgré qu'on te dit que l'opportunité était au point B, mais que toi tu décides de te maintenir, de ne pas saisir cette opportunité, finalement, tu te mets en difficulté. Et là, le fait est d'avoir pris de l'élan, et même si c'est quelqu'un qui t'a guidé, qui t'a dit qu'il fallait aller spécifiquement à cet endroit-là parce qu'il y avait une opportunité à saisir, même si toi tu ne te l'appropries pas, quelque part tu t'es donné l'élan et l'impulsion aussi d'y aller. Donc quelque part tu as aussi finalement euh, œuvré dans ta réussite. Donc c'est ça que je veux aussi que tu... C'est de ça aussi donc je veux que tu prennes conscience. Et donc ainsi, pour moi, tandis que la confiance en soi est bâtie sur une appréciation réaliste et positive de tes capacités et conduit à l'action et à l'accomplissement, le syndrome de l'imposteur paralyse souvent autour du doute et la peur de l'échec, même en présence vraiment de preuves évidentes de compétences. Alors du coup, je vais t'inviter à explorer un petit peu plus ce que peut nous raconter finalement ce syndrome de l'imposteur à travers effectivement son origine et son impact, mais aussi les archétypes. J'ai envie de partager avec toi les archétypes du syndrome de l'imposteur parce qu'il y a peut-être des archétypes à travers lesquels tu vas te reconnaître et qui pourront te donner des clés en tout cas de compréhension et des clés pour justement dépasser ces archétypes si tu te reconnais en tout cas à travers de certains. Donc c'est vrai que, comme je disais, à travers le syndrome de l'imposteur, on a la crainte d'être démasqué malgré des preuves évidentes de succès. Le syndrome, c'est vraiment de l'imposteur, c'est ce qui te fait ressentir et ce qui te fait sentir comme si tu ne le méritais pas, tu ne méritais pas tes succès, qu'ils sont des résultats de facteurs externes et non de ton propre mérite. Et donc ce syndrome, finalement, à travers son origine, ce n'est pas seulement une question de pensée, mais il est profondément enraciné à travers notre émotionnel, lié à notre perception aussi du succès, mais aussi de notre valeur personnelle, la valeur que l'on s'accorde à soi-même. Il se manifeste souvent dans des situations nouvelles et inconfortables. Je pense que dès lors que tu te lances ou que tu penses à un projet parfois qui te paraît grand ou qui te semble inaccessible, c'est là finalement où va se révéler, où va se réveiller ce sentiment d'imposture, voire de confiance en toi. Et plus c'est quelque chose que tu nourris et que tu alimentes, plus ton état d'esprit, ton mental, ton cerveau va te faire croire effectivement que tu as raison également. Donc, il va t'emmener en tout cas des situations pour te prouver que tu as raison et tu vas parfois même aller rechercher des dossiers bien planqués dans les tiroirs de ton mental en te disant bah effectivement là ça n'a pas marché, là ça n'a pas marché, là ça n'a pas marché. Et moi je t'invite vraiment à modifier ta perception et justement aussi à aller regarder tout ce que tu as pu réussir, tout ce sur quoi tu as pu avancer jusqu'à présent, tout ce que tu as pu dépasser pour contrebalancer effectivement ses pensées et ta valeur personnelle. Et ce syndrome finalement se manifeste souvent aussi voilà, dans toutes les situations d'inconfort et ça va activer un mécanisme de défense qui peut entraver du coup voilà, une croissance entrepreneuriale, professionnelle, personnelle. Après, tout dépend de la sphère de vie dans laquelle voilà, tu te situes, tant sur la confiance que sur le syndrome
de l'imposteur. Et il existe des archétypes liés au syndrome de l'imposteur que moi j'aime beaucoup parce qu'au moins ça permet d'avoir quelque chose de concret. Parce que c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, ok, je t'ai donné des notions, ça paraît effectivement quelque chose de compréhensible, mais parfois ça peut être aussi quelque chose de flou. Et à travers ces archétypes, finalement, je trouve que ça devient beaucoup plus concret puisque ça induit finalement des attitudes et des comportements que nous pouvons avoir. Et à travers ces archétypes, donc je vais en lister 5, qui est la perfectionniste, la génie naturelle, l'experte, l'individualiste chevronné et la superwoman. Et chacun de ces archétypes illustre une facette différente du syndrome de l'imposteur, partageant une racine pour autant commune qui est la peur de ne pas être à la hauteur. Et donc, nous avons pour démarrer donc la perfectionniste. Donc la perfectionniste, c'est cette femme, peut-être que tu vas te reconnaître, qui se fixe des standards irréalistes et qui se critique sévèrement lorsqu'elle ne les atteint pas. Par exemple, ça peut être, tu peux travailler tard pour peaufiner une présentation, pour peaufiner, par exemple, une communication que tu veux mettre sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut être ou même un podcast, ça peut être une vidéo, enfin ça peut être beaucoup de choses. Et du coup, à travers ça, finalement, tu es jamais satisfaite. Tu peaufines, il n'y a pas de satisfaction et tu considères toute critique, parfois même aussi, comme une preuve de ton incompétence. Parce qu'il y a des personnes qui vont te dire bah, peut-être que c'était pas de cette façon-là, etc. Ou tu aurais dû le faire de telle ou telle façon. Et finalement, bah, il y a à la fois la critique peut-être extérieure qui pourtant est bienveillante, qui va te donner l'impression finalement que tu es incompétente. Et puis toi qui te met une barre tellement élevée que finalement tu as le sentiment d'être insatisfaite, d'être dans une forme de frustration parce que ce n'est jamais assez bien, c'est jamais parfait. Et du coup, pour surmonter cela, il est essentiel vraiment d'apprendre à te fixer des objectifs réalistes. À partir de quand j'y vais, je me lance, je fais ce poste, peu importe si effectivement il n'est pas tout à fait parfait à la hauteur de ce que j'aurais pu imaginer. Et donc de célébrer aussi les progrès que tu réalises. C'est important la célébration des progrès. C'est quelque chose qu'on n'a pas été habitué et ça fait pas forcément partie de notre système éducatif. Et à voir aussi toutes les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. C'est vrai que souvent on veut que les choses soient parfaitement euh, nickel chrome et laser. Maintenant, moi je sais que c'est quelque chose qui me parle, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on pourrait, à travers ma communication, s'imaginer que je mets 15 heures pour faire un post parce que il est fait de façon peut-être laser, enfin selon mon point de vue, mais pour autant, ben, en fait c'est que du plaisir et ça me prend 5 minutes. Mais pour autant, avant, bah voilà, j'étais aussi dans cette spirale de me dire ah c'est pas suffisamment bien, il faut que je recommence, c'est pas parfait, c'est pas comme je veux que ce soit. Et finalement, bah, on perd du temps, on perd de l'énergie, on se remet beaucoup en question parce qu'on a le sentiment effectivement d'être incompétente dans ce que on est en train de réaliser, que les autres sont meilleurs ou qu'ils y arrivent beaucoup plus vite. Et finalement, toutes ces petites erreurs aujourd'hui, moi je les perçois comme oui, ces opportunités d'apprentissage parce que bah, j'ai dû des fois tomber de nombreuses fois avant de réussir à faire du vélo. Bah, il en va de même sur certains champs aussi de compétences qui parfois ne sont même pas notre domaine en plus. Quand on est entrepreneur, on est un petit peu multipotentiel, hein. On est à la fois community manager, on est entrepreneur, on est coach, on est comptable. Enfin voilà, on multiplie pléthore de tâches. Et puis bah, il faut aussi à un moment donné comprendre et intégrer que bah voilà, il y a des choses qu'on maîtrise pas forcément et c'est à force de répétition en se lâchant aussi la grappe qu'on va justement gagner en efficacité aussi. Donc voilà ce que je voulais te partager sur la perfectionniste. Après, nous avons la génie naturelle. La génie naturelle, c'est cette femme qui s'attend à maîtriser de nouvelles compétences immédiatement. Voilà, c'est un peu le tout de suite, hein. Et face à un défi qui ne se résout pas instantanément, finalement, ça amène à douter de soi, à douter de ses propres talents. Par exemple, je prends un exemple, si tu n'excelles pas dès le début dans un nouveau domaine,
tu te sens découragé. C'est comme si, ah yeah, c'était pas du tout fait pour toi, tout devait être remis en question tout de suite. Je prends souvent le cas, j'aime beaucoup l'outil de la communication, notamment sur les posts, parce que ça parle à tout le monde en tout cas. C'est comme quand tu fais un post et puis tu as l'impression que voilà, tu as maîtrisé cette compétence, ah yes, c'est bon, tu y vas, et puis finalement, ah yeah, tu le postes. Et, et du coup, finalement, faut que tout soit complètement à la fois parfait, mais aussi que le résultat soit optimal dès le début. Sinon, bah, si tu n'obtiens pas le résultat aussi escompté, bah, finalement, bah, du coup, tu te remets en question et tu te sens découragé. Donc la clé, c'est vraiment de pareil, hein, valoriser le processus d'apprentissage, de reconnaître que la maîtrise aussi nécessite du temps, des efforts et surtout d'apprécier chaque étape de ton parcours. Après, en troisième point, je vais te partager donc le syndrome de l'experte. C'est un syndrome que je retrouve assez régulièrement finalement dans mes coachings, qui est cette femme en tout cas qui croit qu'elle doit tout savoir avant de se lancer dans un projet ou dans une opportunité. Par exemple, c'est quand tu retardes le lancement d'un projet, d'un produit, d'une formation, même de créer une vidéo par exemple, ou un podcast, ou que sais-je, hein, ça peut être plein de choses, en attendant d'en savoir assez, ce qui ne peut quasiment jamais arriver. C'est-à-dire que tu vas te dire, ah non, voilà, j'ai pas encore mesuré ça, j'ai pas encore mesuré ce point-là, donc du coup je vais apprendre, je vais me former, je vais regarder des tutos, je vais regarder des vidéos, je vais encore bosser le sujet, mais au final, in fine, il se passe rien, il n'y a pas d'action et tu n'arrives pas à sortir quelque chose ou tu ne saisis pas l'opportunité qui est à ta disposition. Donc pour combattre ce trait, il est important d'accepter que l'apprentissage est quelque chose de continu, d'apprendre à te lancer malgré les incertitudes et de s'ouvrir à l'idée que l'expérience est une forme précieuse aussi de connaissance. L'expérience complètement, je pense elle va même au-delà. Euh, et souvent c'est compliqué quand on est dans le syndrome de l'expert à identifier parce qu'à la fois il y a, alors chez les entrepreneurs beaucoup, hein, parce que c'est aussi un grand monde que je côtoie, ben, on est souvent des passionnés aussi, on aime se former, on aime apprendre sur des sujets. Euh, Il y a plein de choses qui peuvent nous passionner. Et finalement, on n'arrive pas trop à distinguer est-ce que finalement c'est de la passion et c'est, on va dire, de l'apprentissage continu ou est-ce que c'est du syndrome de l'experte. Et là, pour vraiment bien l'identifier, tu verras, c'est à partir du moment où ce que tu apprends, peu importe à travers une formation ou un livre par exemple, ou un audio que tu vas écouter, est-ce que je passe à l'action derrière? Est-ce que je l'implémente dans ma vie personnelle? Est-ce que je le mets en pratique dans mon entreprise? Je le teste. Ça fonctionnera pas. Après, ça sera à toi de juger, bien évidemment, là où ça se situe et si tu as envie de continuer à aller dans cette direction-là. Mais en tout cas, il y a un passage à l'action. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est produit dès lors que tu as nourri l'apprentissage. S'il se passe rien, si tu n'y vas pas, si tu consommes, si tu as le sentiment de n'en avoir jamais assez, de n'en savoir jamais assez, et que derrière tu ne partages rien et tu ne mets pas en pratique ce que tu apprends, là effectivement on pourra parler de syndrome de l'experte. Souvent c'est un petit peu le cas aussi, un exemple concret, se dire ah je ne sais pas quoi poster, je ne sais pas quoi dire, j'ai rien à dire. Alors que quand j'entends que voilà, tu te formes, tu suis plein de cursus, des programmes, tu lis plein de bouquins, tu fais plein de choses et tu me dis qu'il se passe rien, tu n'as rien à partager. Là, parfois, voilà, je me dis, on est en face du syndrome de l'experte, aussi bien évidemment, sans jugement, avec bienveillance. Tout ce travail, hein, rien n'est figé dans le marbre. Après, effectivement, on va retrouver en quatrième archétype l'individualiste chevronné.
Et elle, c'est une femme qui pense qu'elle doit tout faire par elle-même pour que son succès soit valable. Accepter de l'aide peut sembler impossible et accepter de l'aide peut sembler être un aveu de faiblesse. Par exemple, si tu refuses de l'aide, par exemple, d'une consoeur sur un projet complexe, si tu refuses de l'aide par rapport bah, à une situation où tu sens que tu es bloqué, même au détriment de la qualité voilà, du travail. Et la solution, vraiment, c'est de reconnaître la valeur du travail aussi d'équipe. Je pense qu'on ne réussit pas complètement seul. D'apprendre aussi à déléguer. Alors ça, c'est un grand sujet, un vaste sujet, la délégation. Parfois, c'est vrai que ça peut être complexe parce qu'on a le sentiment, effectivement, alors à la fois d'avoir besoin de maîtriser, que ça sera jamais suffisamment bien fait qu'en le faisant soi-même. Donc ça peut avoir plusieurs niveaux aussi, mais en même temps, c'est juste énorme de pouvoir déléguer dans une entreprise aujourd'hui et de pouvoir en tout cas donner des responsabilités à certaines personnes dès lors que voilà, on a beaucoup de choses à gérer. Et de voir aussi la collaboration vraiment comme étant une force et non comme une faiblesse. Donc il y a différents, tu vois, niveaux d'archétypes. Et je vais conclure avec la superwoman. Donc la superwoman, c'est celle qui vraiment est l'addition de la perfectionniste, de la génie naturelle, de l'experte et de l'individualiste chevronné. Et la superwoman, bah, c'est cette femme qui se surmène pour prouver qu'elle est digne vraiment de son rôle, souvent au prix parfois de sa santé, de ses relations personnelles ou professionnelles. Elle pourrait par exemple, et je pourrais te donner cet exemple, être la première à arriver et la dernière à partir, tout en gérant une multitude de tâches à côté, d'être, on va dire, à fond sur toutes les sphères de vie et vraiment tenir les rênes de chacune de ces sphères de vie, au risque quelque part aussi de ne pas apprendre à établir ses propres limites. Et souvent, ça peut créer de l'épuisement. Donc, pour une personne qui se reconnaît à travers la superwoman, si toi tu te reconnais à travers la superwoman, c'est vraiment la clé est d'apprendre à établir tes limites, des limites saines, bien sûr, à dire non, à prioriser, à prioriser aussi ton bien-être autant que ton travail. Pas tant forcément dans la quantité, mais en tout cas dans la qualité, de t'apporter des moments de qualité. Et en reconnaissant toutes ces tendances en nous, tu peux en reconnaître certaines, peut-être qu'il y en a qui ne te feront pas du tout écho, ou tu te dis ah c'était peut-être moi avant, mais j'ai avancé sur le sujet. Du coup, tu peux commencer à les déconstruire et à bâtir une confiance en toi basée sur la réalité de tes compétences et de tes réussites. Et du coup, à travers justement cet épisode, j'avais envie vraiment de t'offrir un pas vers la reconnaissance de ta valeur, la célébration de tes succès et l'acceptation que perfection n'est pas synonyme de valeur. Tu es compétente, tu es digne et tu mérites chaque succès que tu as travaillé si dur pour atteindre. Donc en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais partager et aussi te livrer quelques clés concernant une posture à adapter face au syndrome de l'imposteur. Parce que pour surmonter ce syndrome de l'imposteur et renforcer la confiance en toi, ça va être d'adopter une posture proactive et bienveillante envers toi-même. Cela va impliquer de reconnaître et d'accepter tes sentiments, de changer ton dialogue intérieur et peut-être même de bosser sur le sujet confiance, syndrome d'imposture, si tu sens que ça résonne en toi. Comme je dis souvent à mes clientes, s'il y a quelque chose que vous voulez dépasser ou que vous voulez avoir, allez-y à fond, bossez-le à fond et pas de façon légère ni superficielle. C'est vraiment, ça doit faire partie intégrante de votre quotidien jusqu'à temps que ça devienne acquis et que vous puissiez en tout cas vous sentir bien dans vos baskets par rapport à ça. Et c'est de t'engager aussi à travers un développement personnel continu. N'attends pas forcément que les choses aillent mal, mais vraiment en profondeur. Dès lors que tu détectes des choses, n'hésite pas à poser ton regard dessus et à bosser ces choses-là. Si tu n'y arrives pas toute seule, fais-toi accompagner.
Aujourd'hui, on est en 2024, je pense que nous avons accès et la chance d'avoir accès à pléthore de pratiques. Alors bien sûr, il faut faire du tri hein, dans tout ce qu'on entend et tout ce qu'on peut voir, mais je sais que tu as suffisamment de discernement, en tout cas pour savoir à qui en référer. Donc ça va être effectivement de prendre conscience de tout ça, d'analyser ton dialogue intérieur et à travers ce dialogue, du coup, de créer un dialogue plus positif, remplacer tes pensées négatives par justement des croyances aidantes et positives, de célébrer tes succès, vraiment de prendre conscience de tes patterns de pensée pour pouvoir les shifter, de t'engager dans un apprentissage continu et je t'invite à te mettre au défi de sortir de ta zone de confort, un petit peu les petits pas. Tu peux utiliser effectivement des pratiques hein, de pleine conscience pour t'accompagner en tout cas à mieux gérer parfois l'anxiété hein, que pourrait procurer le syndrome de l'imposteur comme le manque de confiance en soi. Peut-être de reformuler les échecs et les critiques, hein, voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Et puis vraiment ouais, de prendre le temps d'analyser même, hein, comme je le disais tout à l'heure en tout début de podcast, de voir finalement les réussites que tu as eues, hein, de vraiment analyser déjà où est-ce que tu manques de confiance, où est-ce que tu te sens finalement confronté au syndrome d'imposture, et là où finalement tu as confiance en toi et que tu arrives quand même à te mettre en mouvement, à passer à l'action avec confiance, malgré que ce soit pas toujours confortable, mais en tout cas, l'élan est là. Pour vraiment que tu te rendes compte que finalement, parfois, on se fait des montagnes sur le manque de confiance en soi. Et finalement, on se rend compte que en analysant toutes les situations, il y a quand même beaucoup de choses que tu fais dans ta vie, tant personnelle et entrepreneuriale, que tu fais avec confiance, même si c'est pas confortable. Mais en tout cas, l'élan est là et tant que la motivation est là aussi, tu verras qu'il y a plein de choses que tu vas réussir en tout cas à célébrer en faisant cet exercice. Et donc en conclusion, bien que le syndrome de l'imposteur et la confiance en soi semblent opposés, ils représentent des aspects de notre expérience humaine à équilibrer. Reconnaître les tendances qui te poussent à douter de toi-même te permet de les déconstruire et de bâtir une confiance en toi ancrée dans la réalité de tes compétences et réussites. Donc ce voyage vers l'auto-acceptation et la reconnaissance de ta valeur est essentiel pour dépasser le syndrome de l'imposteur et avancer avec confiance vers tes objectifs, tes ambitions et tes rêves. Voilà, en tout cas, ce que je voulais te partager. Merci d'avoir été avec moi pour cet échange enrichissant. J'espère que cette discussion t'a apporté des clés pour naviguer entre la confiance en toi et le syndrome de l'imposteur vers une vie à la fois entrepreneuriale, professionnelle et personnelle épanouie.